Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la thermorégulation hivernale de Rana sylvatica, une grenouille des bois qui vit dans le Grand Nord américain. Comment survit-elle aux conditions extrêmes de l'hiver dans cette partie du globe? Et quels sont les dangers pour son organisme et en particulier pour ses cellules lors d'un gel prolongé? Eh bien, comme nous le savons, l'eau est un des composés principaux de toute matière vivante. Cette forte teneur en eau dans les organismes biologiques pose le problème de la formation de glace en dessous de 0 degré. Deux conséquences de congélation de l'eau au sein des cellules existent. La première implique la perméabilité membranaire. Lorsqu'un organisme gèle, les cellules subissent le froid en dernier. Cependant, elles sont sujettes à une augmentation de pression du milieu extracellulaire. La membrane cellulaire étant perméable, le liquide intracellulaire va sortir de la cellule sous cette pression. Ce qui fait qu'au moment de la décongélation, les cellules seront déshydratées, ce qui impacte entre autres le renouvellement cellulaire. Le deuxième phénomène est le gel des cellules en elles-mêmes. En effet, l'eau sous l'effet du froid devient de la glace. Il y a donc formation de cristaux dans le milieu intracellulaire. Et sous l'effet de ces cristaux, la membrane cellulaire peut se déchirer sous la pression interne de la glace, entraînant la mort de la cellule par apoptose. Il existe plusieurs espèces capables de s'adapter à ces conditions de grand froid. Les biologistes ont longuement étudié ces espèces aux capacités extraordinaires, en particulier la grenouille sylvestre, Rana sylvatica. D'autres animaux ont également trouvé des moyens pour s'adapter au froid. On peut prendre comme exemple la marmotte ou encore la mouche Chimomyza costata. Cette mouche vit en Europe du Nord et peut résister à des températures pouvant atteindre les moins 100 degrés. Il y a également le coléoptère Dendroides canadensis. Ce petit insecte noir et rouge vit en Amérique du Nord. Ses larves hibernent et peuvent parfois résister à des températures atteignant les moins 28 degrés. Tous ces organismes ont trouvé un moyen d'adaptation qui leur est propre. Cependant, on peut les classer en deux catégories, les tolérants et les intolérants au froid. Les tolérants au gel sont des organismes qui tolèrent la présence dans leur corps de cristaux de glace en contrôlant leur formation. Leur méthode consiste à modifier l'équilibre osmotique ou encore à produire une protéine antigel appelée antifreeze protéine ou AFP. Les protéines AFP catalysent la formation des cristaux de glace extracellulaires et empêchent les cristaux tranchants de croître en les enveloppant dans leur filet. Les molécules d'AFP agissent donc comme une sorte de bouclier qui empêche la croissance des cristaux. D'autres organismes, quant à eux, produisent des protéines qui favorisent la nucléation. La nucléation, pour rappel, est un processus de formation d'un cristal de glace à partir d'un noyau. Ces protéines favorisent l'apparition de plus petits cristaux, et si la taille des cristaux reste réduite, les cristaux ne vont pas provoquer de dommages mécaniques. Mais le mécanisme ne s'arrête pas là. Les animaux synthétisent aussi des composés qui préviennent justement la déshydratation cellulaire, en diminuant la quantité de glace cristallisée et les échanges osmotiques. Il s'agit de substances comme le glycérol ou le glucose, ou encore le trialose ou du sorbitol pour protéger justement les membranes. Cependant, il faut faire bien attention. En effet, l'équilibre de congélation de l'organisme est primordial. On peut prendre l'exemple ici de Rana sylvatica, où sa température, où la surface maximale de son corps qui peut être congelée est de 65%. Quant aux espèces intolérantes au gel, elles utilisent un phénomène de surfusion, qui consiste en la sécrétion de composés abaissant le point de fusion des liquides à l'équilibre. Au moment où le point de fusion est atteint, l'organisme sécrète un sel ou un autre type d'antigel qui ralentit le développement des cristaux. En même temps, tout corps étranger susceptible de nucléer des cristaux de glace est éliminé de l'organisme. La surfusion présente plusieurs avantages par rapport à la congélation. Les contraintes physiologiques sont moindres et la récupération après réchauffement est rapide. Néanmoins, en contrepartie, elle n'offre qu'une stabilité relative. En effet, la formation subite de cristaux de glace étant très probable dès que la température de cristallisation est approchée. Maintenant, plus particulièrement, la grenouille sylvestre ou Rana sylvatica. Cette grenouille vit dans les régions du nord des États-Unis, au Canada et même en Alaska. Les régions où cet amphibien vit peuvent devenir inhospitalières quand l'hiver arrive. En effet, les températures chutent drastiquement, pouvant atteindre moins 20 à moins 30 degrés. Elle se laisse geler et renaît au printemps en évitant les conséquences dramatiques de la congélation
par différentes stratégies d'adaptation au froid. En effet, cette grenouille mesurant entre 5 et 7 cm a la capacité de s'enterrer et diminuer son activité physiologique jusqu'à la suspension de toutes les fonctions vitales, à savoir la respiration et la circulation sanguine. Au retour des températures plus clémentes, elle entame son processus de décongélation. La raison de cette congélation partielle est aussi la raison de leur survie. Pendant l'automne et le début de l'hiver, lorsque les températures commencent à baisser dangereusement, le foie de la grenouille va commencer à accumuler de l'urée et du glucose. Cette accumulation va d'ailleurs augmenter la taille du foie jusqu'à 1,5 fois sa taille initiale. Le foie va contenir de 45 à 90 fois plus de glycérol que l'homme. La production de glucose se produit alors que la grenouille commence à geler. Ainsi, le nombre de cycles gel-dégel permet une plus grande augmentation de la production de glucose. Ce processus est semblable à l'hyperventilation volontaire de plongeurs avant l'immersion, qui sert à augmenter le volume d'air que les poumons peuvent consommer. La version des grenouilles de l'hyperventilation, c'est le cycle justement de gel et dégel, qui augmente leur niveau de glycérol et de glucose pour leur permettre de survivre plus longtemps et à un plus grand froid. Lorsque l'hiver est bien installé et que la grenouille se laisse congeler, ces éléments vont être distribués dans tout l'organisme et dans toutes les cellules. L'urée et le glucose limitent la formation de glace en abaissant le point de congélation-fusion des liquides corporels, c'est-à-dire que ces éléments vont changer ces limites de température où les fluides gèlent ou reviennent à l'état liquide. L'urée et le glucose ont donc un rôle de cryoprotecteur qui va permettre d'éviter un maximum les dommages que peuvent causer le gel. En plus de ce phénomène, l'eau que le corps de la grenouille contient est redistribuée dans des poches sous forme de glace, ce qui va encore une fois limiter la formation de gel dans ces organes, ce qui pourrait endommager les cellules et les tissus de ceux-ci. De plus, l'action du glucose permet, lors de la phase de dégel, la réhydratation des cellules. L'exposition à des grands froids de l'espèce suggère que la régulation hormonale des enzymes impliquées dans la métabolisation du glucose dans cette espèce doit être différente du mécanisme connu chez les vertébrés. Cependant, les scientifiques n'ont pas encore pu déterminer les détails d'un tel mécanisme de défense. Merci de votre écoute.